Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de notre sujet du jour. Aujourd'hui, notre exploration s'appuie sur le livre Green IA de Gilles Babinet. Notre mission, c'est de comprendre comment l'intelligence artificielle pourrait devenir le levier principal de notre transition écologique. Et ça, bien au-delà des postures purement idéologiques. Ouais, un vaste programme. C'est ça. Et pour poser le décor, il faut vraiment imaginer la scène. Nous sommes à EC, l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses. L'auteur, qui est entrepreneur et spécialiste du numérique, vient présenter un cours sur les liens entre technologie et environnement. Mhm. L'ambiance est hyper studieuse, les échanges sont denses, et là, un étudiant lève la main et lui pose une question d'une franchise redoutable. Il lui demande « Est-ce que ce serait pas un concept un peu boomer de croire que le numérique peut sauver l'environnement ?» C'est fou parce que la réaction de l'auteur face à cet étudiant, elle est vraiment révélatrice de la démarche globale de l'ouvrage. Au lieu de se braquer ou de défendre aveuglément son secteur, Ce qui aurait été la réaction classique, on va pas se mentir. absolument, au lieu de ça, il écoute. Et il prend acte du fait que toute une génération penche sérieusement, et à juste titre, face à l'urgence, vers les thèses de la décroissance. Et cette anecdote, elle pose d'emblée l'ambition de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est important de préciser que cette exploration s'adresse vraiment à quiconque cherche à comprendre notre époque. Que l'on soit un sceptique de la technologie, un pragmatique du climat, ou juste un esprit curieux en quête de solutions applicables à grande échelle. Exactement. Et ce qui donne vraiment du poids à cette réflexion, c'est le cheminement personnel de l'auteur. Faut savoir qu'à une époque, pour des raisons purement professionnelles, il cumulait près de 100 vols par an. Sans vol. Ouais. Ça représente environ 800 000 miles accumulés en avion. Et le calcul de son empreinte carbone est tombé comme un coup près. 50 tonnes de CO2 en une seule année. 50 tonnes. C'est 25 fois ce qu'un individu devrait émettre pour maintenir une planète vivable d'ici 2050. C'est juste astronomique. C'est le mot. Et forcément, ça a provoqué une remise en question radicale chez lui. Et dans un premier temps, sa tentation était celle de la compensation classique. Il a soutenu une association dédiée à la plantation de mangroves dans le delta du Saloum, au Sénégal. C'est une belle initiative en soi. Oui, la mangrove est un écosystème fascinant. Elle est capable d'absorber jusqu'à 5 fois plus de CO2 qu'une forêt tropicale classique. Mais la réalité du terrain est têtue. Ouais, malheureusement. En observant ces minuscules jeunes pousses face à la brutalité du dérèglement climatique, il y a une évidence mathématique qui s'est imposée à lui. Planter des arbres ne suffira jamais à effacer l'impact systémique d'un mode de vie ou d'une économie hypercarbonée. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. L'enjeu de notre discussion aujourd'hui, c'est pas de faire l'apologie de la technologie pour la technologie, c'est plutôt d'analyser une thèse audacieuse. L'intelligence artificielle, malgré les critiques super légitimes sur sa propre consommation énergétique, elle pourrait en fait constituer l'outil de modélisation le plus puissant pour réussir cette fameuse transition. Alors, décortiquons un peu tout ça, parce que pour bien saisir l'ampleur de cette proposition, il faut d'abord observer l'impasse du débat public actuel, non? Oui, on est collectivement coincé entre deux visions qui semblent totalement irréconciliables. Lesquels exactement? D'un côté, on a les partisans de la décroissance qui prônent une réduction drastique de la consommation matérielle. C'est un modèle qui est intellectuellement très cohérent, mais qui se heurte à une réalité politique majeure. Il peine énormément à convaincre à l'échelle mondiale, sans être perçu comme punitif. Surtout dans les pays en développement qui aspirent légitimement à un meilleur niveau de vie, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Ça, c'est l'idée qui postule que les lois du marché et les innovations futures vont régler le problème par magie sans exiger la moindre modification de nos comportements. Le fameux « on ne change rien et la tech va nous sauver ». C'est ça. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que le livre refuse catégoriquement ce clivage stérile. Il introduit plutôt un concept fondamental d'ingénierie, le fait que le climat, tout comme la biodiversité, ce sont des systèmes dits multivariés. Et ce terme de système multivarié, c'est vraiment la clé de voûte de toute la réflexion. Concrètement, ça désigne un environnement régi par une infinité de variables qui interagissent en permanence les unes avec les autres. Souvent de manière chaotique d'ailleurs. Oui, chaotique et imprévisible. Et le cerveau humain a des capacités d'abstraction phénoménales, on est d'accord, mais il se heurte à un plafond de verre cognitif quand il s'agit de traiter simultanément des centaines de milliers de variables interdépendantes en temps réel. On n'est tout simplement pas câblé pour ça. Exactement. Or, ingérer des pétaoctets de données, identifier des corrélations invisibles à l'œil nu et effectuer des arbitrages ultra complexes à la milliseconde, c'est la définition structurelle de l'intelligence artificielle. C'est sa fonction première.
C'est vrai que la théorie est hyper séduisante sur le papier, mais l'ouvrage prend soin de nous confronter super vite à la réalité physique et économique. Si on observe la logistique mondiale, par exemple, on comprend très vite la fragilité de nos ambitions écologiques. Tu as un exemple en tête tiré du livre? Ouais, l'auteur cite le cas d'un opérateur télécom qui avait pris la décision super radicale de décarboner sa chaîne d'approvisionnement. Ils ont remplacé systématiquement le transport aérien de leurs composants par du fret maritime. D'un point de vue strictement comptable sur le CO2, c'est une victoire écrasante. Il illustre parfaitement la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement décarbonées. C'est clair. Pour un logicien humain, gérer cette nouvelle donne, ça s'apparente à jouer au Mikado avec les yeux bandés. Si un fournisseur en Asie prend du retard à cause d'un typhon, ou si un port européen est congestionné, toute la chaîne de production s'arrête. Et c'est à ce moment précis que la capacité de calcul de l'IA devient absolument indispensable. Elle n'est pas là pour remplacer la décision humaine, attention, elle est là pour simuler des millions de scénarios. Elle intègre la météo, c'est ça? La météo maritime en temps réel, oui, mais aussi la santé financière des milliers de sous-traitants, les fluctuations des coûts de l'énergie, le poids carbone de chaque alternative de transport. L'algorithme permet carrément de prédire les goulots d'étranglement des semaines avant qu'ils ne surviennent. Ce qui permet à l'entreprise de maintenir une logistique bas carbone sans sacrifier sa viabilité économique, en fait. Exactement. Et cette puissance de modélisation systémique, elle trouve une application encore plus frappante dans un domaine qu'on oppose souvent à la technologie, et à tort d'ailleurs. L'agriculture. C'est vrai que l'imagerie populaire entretient un peu cet antagonisme entre le retour à la terre et l'innovation numérique. On s'imagine toujours le paysan d'un côté et le codeur de l'autre. Complètement. Mais l'exploration de ces données brise ce cliché en éclats. Dans de nombreux pays en développement, on a déjà des millions de petits exploitants agricoles qui utilisent des applications d'analyse visuelle sur leur smartphone. Comme Plantix ou WeFarm dont parle le livre, c'est ça? Oui, voilà. En fait, à partir d'une simple photographie d'une feuille qui présente des taches suspectes, un modèle de vision par ordinateur va diagnostiquer la pathologie spécifique ou la carence en nutriments. C'est dingue. Et le résultat, c'est que l'agriculteur reçoit un conseil de traitement ultra ciblé. Ça évite complètement cette pratique désastreuse de l'épandage préventif et massif de produits phytosanitaires sur l'ensemble des cultures. Ce diagnostic visuel, c'est d'ailleurs que la partie émergée de l'iceberg. L'ouvrage démontre super bien comment ces technologies ouvrent la voie à ce qu'on appelle l'agroécologie 2.0. C'est-à-dire? Historiquement, l'agroécologie s'appuie sur des principes agronomiques hyper complexes, comme les cultures associées, où on mélange différentes espèces de plantes pour qu'elles se protègent mutuellement des ravageurs ou partagent les nutriments du sol. Une technique ancestrale, en fait. Voilà. Le problème, c'est que cette pratique exige une connaissance empirique hyper locale et des décennies d'essais-erreurs, ce qui la rend hyper difficile à reproduire à l'échelle industrielle pour nourrir 8 milliards d'individus. Si l'on relie cela à la situation globale, le passage à l'échelle devient possible uniquement grâce à la fusion des données. L'intelligence artificielle ingère aujourd'hui des flux massifs d'imagerie satellite, des analyses de la chimie des sols, des relevés de biodiversité et des historiques météo sur 50 ans. Tout ça en même temps. Oui. Et en croisant toutes ces données, les modèles peuvent cartographier et recommander des associations de cultures sur mesure pour chaque parcelle de terre. Ça optimise l'ensoleillement et l'humidité sans du tout recourir aux engrais de synthèse. C'est une technologie de l'ultra-précision qui permet enfin d'envisager une vraie réconciliation entre nos impératifs de rendement mondiaux et la régénération urgente des écosystèmes épuisés. C'est une lueur d'espoir, oui. Mais il faut tout de même soulever une contradiction majeure qui est inhérente à cette course à l'efficacité. Si l'IA rend chaque secteur plus performant, des serveurs informatiques aux navires marchands, on s'expose de plein fouet au paradoxe de Jevons. Le fameux effet rebond. Exactement. L'histoire industrielle montre systématiquement que lorsqu'une technologie rend une ressource moins chère ou plus abondante, la consommation globale de cette ressource explose au lieu de diminuer. On l'a vu avec le charbon au 19e siècle. Et le secteur du numérique aujourd'hui en est l'illustration parfaite. Les centres de données sont devenus incroyablement efficients sur le plan énergétique depuis 10 ans. Mais cette efficacité a fait tellement chuter le coût du stockage cloud que ça a incité les entreprises et les particuliers à conserver des pétaoctets de données parfaitement inutiles. Et boum, ça annule tous les bénéfices écologiques de départ. Voilà. Cela soulève une question importante. Et le livre affronte cette réalité sans aucun détour. L'innovation technologique, quand elle est laissée à la seule logique d'un marché dérégulé, elle génère mécaniquement cet effet rebond. Et l'intelligence artificielle déroge pas à la règle. Donc la technologie seule ne suffit pas.
Non, la puissance de calcul seule est vouée à l'échec si elle n'est pas couplée à une vraie ingénierie politique et fiscale de la demande. L'outil technologique doit être encadré par des mécanismes qui modifient la structure même de la consommation. Et parmi les pistes explorées dans le livre, il y a ce concept du dividende carbone qui se détache comme l'une des solutions macroéconomiques les plus robustes, non? Absolument. C'est une approche fascinante. Le mécanisme du dividende carbone mérite vraiment qu'on s'y arrête, parce qu'il repense totalement l'approche punitive de la fiscalité écologique. Le principe, c'est pas de taxer aveuglement pour enflouer les tests de l'État. Il s'agit d'instaurer une taxe importante et croissante sur l'extraction et l'importation d'énergie fossile. À la source, donc. À la source. Et la subtilité, c'est que l'intégralité des revenus générés par cette taxe est ensuite redistribuée à parts égales à chaque citoyen, sous forme d'un versement mensuel ou annuel. D'accord, donc si le prix du carbone est fixé très haut, les produits à forte empreinte écologique deviennent super chers. Logique. Mais un ménage modeste dont le mode de vie est structurellement moins émetteur de base, il va payer cette taxe sur ses achats quotidiens, mais le montant du dividende qu'il recevra à la fin sera largement supérieur à ses dépenses carbone. Son pouvoir d'achat augmente mécaniquement. Ah oui, c'est très malin. À l'inverse, un individu très aisé, qui multiplie les vols long courriers et possède de vastes propriétés, il paiera une somme de taxes bien supérieure au dividende fixe qu'il recevra. Exactement. Cette boucle de rétroaction financière, elle est redoutable d'efficacité. Elle lie vraiment l'acceptabilité sociale de la transition à la réalité économique. Et c'est précisément dans ce cadre réglementaire que l'intelligence artificielle peut déployer son plein potentiel d'optimisation sans provoquer de fameux effets rebonds. Parce que les entreprises changent d'objectif? Voilà, si le carbone coûte extrêmement cher à la source, les algorithmes déployés par les entreprises chercheront plus du tout à maximiser le volume de production pour vendre plus d'objets jetables. Ils chercheront à minimiser l'intensité matérielle de chaque service rendu. Et là, l'IA devient le moteur d'une décroissance matérielle pilotée, tout en maintenant un haut niveau d'utilité pour la société. C'est brillant. Pour illustrer l'impact de ces macrosystèmes sur le quotidien, l'ouvrage propose un petit exercice de prospective super ancré dans le réel. On est projeté en 2040, en suivant le début de journée d'une certaine Sophie. J'adore ce passage. Ce n'est pas un univers de science-fiction dystopique, c'est juste un environnement urbain hautement coordonné. Le matin, son assistant personnel basé sur l'IA, qui est surnommé Nestor, il déclenche pas le réveil à 7h30 comme elle en avait l'habitude. Il fait quoi, lui? L'algorithme a décalé son réveil à 8h30. Et ce détail narratif introduit une vraie friction dans la lecture. Il y a un côté incontestablement dérangeant à l'idée d'abandonner son autonomie décisionnelle, de laisser une machine dicter l'heure à laquelle on commence sa propre journée. On touche vraiment aux limites de l'acceptabilité individuelle ici. C'est un sentiment d'intrusion qui est totalement légitime. Et ça fait clairement partie des freins à l'adoption de ces technologies. Mais l'analyse du système global explique la rationalité écologique de ce choix. Il l'a pas fait pour l'embêter. Non, l'algorithme n'a pas décalé ce réveil par hasard. Il a calculé qu'en repoussant le départ de Sophie et de sa fille d'une heure, elles évitent le pic critique de tension sur le réseau électrique de la ville. Et en plus, elles s'insèrent dans un créneau où un véhicule autonome partagé est disponible juste au bout de la rue, sans générer de congestion routière. C'est l'illustration de la valeur ultime de l'IA abordée dans le livre. La synchronisation systémique. C'est un concept puissant. Le concept de synchronisation répond en fait à l'une de nos plus grandes aberrations structurelles actuelles. Aujourd'hui, on fonctionne encore sur les rythmes rigides hérités du 19e siècle et de la révolution industrielle. La majorité de la population se déplace à la même heure, exige du chauffage à la même heure, sollicite les réseaux à la même heure. Ce qui crée une demande artificielle monstrueuse. C'est ça. Cette simultanéité aveugle, elle nous contraint à construire des infrastructures titanesques, des centrales électriques d'appoint hyper polluantes, des autoroutes à 4 voies, des réseaux de transport tentaculaires. Des infrastructures colossales qui sont dimensionnées uniquement pour absorber les pics de demande. Le pire, c'est qu'elles restent sous-utilisées ou totalement vides 70% du temps. Quel gâchis! Mais en déléguant la coordination de ces flux à des systèmes prédictifs, on peut lisser ces fameux pics de charge. La technologie permet d'orchestrer la demande énergétique et les déplacements de millions de personnes de manière super fluide. Et le résultat physique de cette optimisation immatérielle est immédiat. La nécessité de construire et d'entretenir ces lourdes infrastructures s'effondre. On obtient un niveau de service équivalent, voire même supérieur, en divisant par 2 ou par 3 l'empreinte matérielle de la ville. C'est une révolution urbaine. Et cette dématérialisation de l'usage nous amène en plein cœur de l'économie circulaire.
L'auteur cite une statistique devenue assez célèbre dans le monde du design industriel, mais qui frappe toujours par son absurdité. Une perceuse. Ah oui, la fameuse perceuse. Une perceuse achetée par un particulier est utilisée en moyenne entre 12 et 15 minutes sur l'ensemble de son cycle de vie. C'est déprimant. Le reste des années, cet objet qui a nécessité l'extraction de métaux rares, de plastique complexe et un transport mondialisé, il prend la poussière dans un placard. C'est l'archétype même du dysfonctionnement de l'économie de la propriété. L'enjeu des prochaines décennies, c'est plus de vendre cet objet, c'est d'optimiser radicalement son taux d'utilisation. Mais la transition d'une économie de la possession vers une économie de l'usage, ça exige un niveau de confiance et de logistique que nous, les humains, on peine à gérer seuls à grande échelle. Et c'est là que l'IA fournit l'infrastructure de confiance nécessaire. Les algorithmes peuvent gérer la maintenance prédictive des flottes d'outils partagés, anticiper les besoins locaux et orchestrer les déplacements de ces objets d'un utilisateur à l'autre avec une fluidité totale. Jusqu'à la fin de vie du produit. Exactement. Sur la fin de vie des matériaux, les systèmes de vision par ordinateur, couplés à des bras robotisés, trient déjà les déchets sur les chaînes de recyclage avec une précision que l'œil humain peut même pas atteindre. J'avais lu qu'ils peuvent scanner un meuble mis au rebut, identifier son essence de bois et le modéliser instantanément en 3D. C'est ça, pour l'intégrer direct sur un marché de l'occasion virtuel où des architectes d'intérieur cherchent des matériaux de réemploi. Le déchet redevient instantanément une ressource sourcée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, face à l'accumulation de ces preuves d'efficacité, de la logistique mondiale, à l'agroécologie en passant par la gestion urbaine? Il y a une question évidente qui s'impose à quiconque s'intéresse au sujet. Je t'écoute. Si l'arsenal technologique est prêt, ou du moins en très bonne voie de l'être, pourquoi ce changement d'échelle semble-t-il si lent? Pourquoi cette modélisation salvatrice s'applique pas déjà partout? Le diagnostic que porte l'ouvrage sur ce point est particulièrement lucide. Les verrous qui bloquent aujourd'hui cette transition, ils sont plus du tout d'ordre technologique. L'obstacle est profondément humain, social et organisationnel. Les fameux silos. Exactement, nos chaînes de valeur sont cloisonnées en silos hyper hermétiques. Un producteur agricole, un transporteur routier et un géant de la grande distribution ont une réticence féroce à partager leurs données opérationnelles, souvent par simple peur de perdre un avantage concurrentiel. Sans parler des systèmes informatiques eux-mêmes. Oui, les systèmes d'information des grandes entreprises sont très souvent obsolètes, fragmentés et juste incapables de dialoguer entre eux. L'intelligence artificielle n'a rien d'une panacée magique qui va agir en toile de fond sans aucun effort de notre part. C'est un moteur surpuissant, mais qui nécessite de revoir l'architecture même de nos organisations. Il faut imposer des standards ouverts pour le partage des données écologiques et repenser notre attachement culturel à la possession individuelle. C'est un chantier colossal. Mais le livre offre une perspective qui tranche singulièrement avec le paysage actuel. Il propose une vraie échappatoire à la paralysie générée par l'éco-anxiété et les scénarios d'effondrement inéluctables qu'on entend partout. Il nie pas du tout la gravité de la trajectoire climatique. Non, pas du tout. Mais il démontre, par la technique, que les outils de notre résilience existent bel et bien. Il s'agit de changer de prisme. La technologie numérique, qui a longtemps été considérée comme l'accélérateur de notre perte, elle recèle en réalité les plans architecturaux de notre survie. C'est un changement de paradigme complet. Et l'horizon que dresse cette exploration ouvre la voie à une réflexion qui dépasse même le strict cadre de l'ouvrage. Imaginons un instant que le pari soit réussi. Projetons-nous. Supposons que d'ici quelques décennies, un maillage totalement invisible d'algorithmes parvienne à gérer parfaitement l'infinie complexité de notre survie matérielle. Une IA qui orchestre silencieusement nos approvisionnements agricoles sans épuiser les sols. Qui équilibre les réseaux électriques sans émettre de carbone. Et qui recycle la matière avec une efficience absolue. Cette optimisation invisible, elle soulève une interrogation un peu vertigineuse concernant notre rapport au réel. Oui, ça amène à se poser une question hyper fondamentale sur la transmission de notre conscience écologique. Si la gestion de la rareté et la préservation des écosystèmes sont entièrement déléguées à des systèmes technologiques qui opèrent en arrière-plan, sans friction ni contrainte visible pour nous, comment on va éduquer les prochaines générations à la valeur intrinsèque des ressources naturelles? C'est exactement ça. En nous libérant totalement du fardeau logistique et de la peur de la pénurie, est-ce que cette hyper-technologisation invisible risque de nous plonger dans une forme de cécité environnementale? Ou est-ce qu'elle nous permettra au contraire d'élever notre conscience vers un rapport beaucoup plus contemplatif et respectueux de la nature? C'est un défi philosophique majeur que ce nouveau monde optimisé nous demandera inévitablement de résoudre.
Une excellente réflexion pour conclure cette analyse. Merci à tous ceux qui nous écoutent de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante. Prenez le temps de digérer tout ça et à très bientôt pour une nouvelle exploration.